Toujours pour cette troisième journée des Verdun Joystick Players édition 2022 à la MJC Contre-Courant. On est avec vous jusqu'à 17h30 ce soir et nous allons encore avoir beaucoup de choses sur cette scène du Verdun Joystick Players. Et ça tombe bien parce qu'il y a plein de choses à raconter, plein de choses à dire dans l'univers du jeu vidéo et c'est ça qui fait plaisir aussi. Verdun, est-ce que vous êtes toujours en forme ? Ça, c'est un peu rendormi. Après, c'est normal, c'est midi, les gens commencent à avoir faim. Bon, je comprends, évidemment. Mais restez quand même avec nous parce que là, on va parler d'un sujet plutôt intéressant. On va parler des jeux vidéo. Donc déjà, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. On va surtout parler des clichés autour des jeux vidéo. Alors, je dis on, mais moi, je ne vais rien faire car celui qui va tout vous expliquer, c'est Mathieu de Jeux Révise. Je vous demande un maximum de bruit pour lui, s'il vous plaît. Et je te confie ce micro. Bien, merci beaucoup. Je te laisse t'installer à ton petit poste de contrôle. Parfait. Et donc tu vas nous parler un petit peu donc jeux vidéo, mais surtout des clichés autour du jeu vidéo. Voilà, tout à fait. En fait, moi, l'idée, c'est que je suis enseignant et j'utilise beaucoup le jeu vidéo et le numérique en classe pour passer différents apprentissages aux élèves. Et donc, on peut voir que grâce aux jeux vidéo, on peut faire des bonnes choses, mais c'est comme pour tout. Il faut des bons réflexes, il faut des bonnes choses, et il faut l'utiliser de manière assez intelligente, si je peux dire. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu ça, de casser les clichés qu'on peut voir dans les médias traditionnels autour du jeu vidéo, donc dans une première partie. Ensuite, je vais vous présenter, moi, ce que je pense être une bonne pratique du jeu vidéo. Donc, alors, je n'ai pas la science infuse, mais c'est de mon expérience professionnelle, plus de tout ce que j'ai pu voir sur les réseaux et de mon expérience de gamer, parce qu'en plus d'être prof, je suis joueur, évidemment. Après, je vous montrerai des exemples concrets de ce que je peux utiliser dans ma classe via certains extraits vidéo de ma chaîne YouTube. Donc, des cours de sciences, des cours d'histoire, des promenades historiques, géographie, etc. Et mathématiques. Et puis après, j'ai prévu un petit temps d'échange avec vous autour de vos différentes questions que vous pourrez avoir sur le sujet. Eh ben écoute, moi j'ai très hâte de découvrir tout ça. Et tu vas commencer donc par débunker les idées reçues. Exactement. Alors, le jeu vidéo, on entend souvent parler en mal, donc ça rend violent, ça isole, c'est bruyant, il y a beaucoup de choses. Donc on va essayer de prendre tous ces petits points un par un et je vais vous prouver, enfin je vais essayer en tout cas de vous montrer que la plupart du temps, c'est le contraire de ce qu'on peut en penser. Alors, je vais démarrer avec mon premier point. On entend souvent dire que le jeu vidéo, c'est quelque chose de bruyant. En général, quand on regarde dans les séries télé, etc., tout ce qu'on voit de jeu vidéo, c'est des grosses images qui flashent, du son, des explosions de partout. Mais le jeu vidéo, vous allez voir que ça ne se résume pas qu'à ça. Alors, je vais vous présenter un tout petit extrait, vous allez voir. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce jeu. Je pense savoir la musique que tu vas nous diffuser. Exactement. Donc, un des thèmes principaux du jeu Final Fantasy X, donc le thème de Zarkand. Hop. Toujours aussi belle. Alors en théorie, normalement il y avait une vidéo qui devait passer, on n'a eu que le son, j'ai l'impression. Moi sur mon écran j'avais la vidéo, mais bon, c'est pas gênant pour celle-ci. Alors, donc comme vous avez pu le voir, effectivement, musique classique, il y a beaucoup de concerts qui se font maintenant autour des musiques et des OST de jeux vidéo, donc on peut voir que c'est pas forcément que de l'explosion. Moi, la plupart du temps, quand je fais des extraits d'œuvres musicales en classe avec mes élèves pour étudier les différents instruments, je prends des œuvres qui sont extraites justement de jeux vidéo pour montrer que... et à la fin, quand les élèves me posent la question sur d'où vient ta musique, maître, je dis voilà, de ça. Et là, la plupart du temps, forcément, on a les yeux grands ouverts, écarquillés, et on montre une fois de plus aux enfants et aux collègues parfois aussi que le jeu vidéo peut promouvoir de belles mélodies. Alors, le deuxième cliché, les jeux vidéo, c'est forcément quelque chose de violent. Alors, je vais vous proposer plusieurs images pour vous prouver le contraire. Alors tout d'abord, un extrait des rapports du CEL, donc le syndicat des éditeurs de loisirs numériques, qui sort tous les ans et qui montre un petit peu
l'état du marché du jeu vidéo en France. Et donc, là, comme on peut le voir sur l'image, on a ce qu'on appelle on a un petit peu toute l'offre qui a été offerte pour l'année 2021 en fonction du classement PEGI. Donc on peut s'apercevoir que quand on regarde le PEGI 3 et le PEGI 7, ça représente quasiment 50% des jeux présents sur le marché. Alors bien évidemment, quand on voit les pubs à la télé ou ce qu'on entend plus parler, ça va être les jeux, les Call of Duty ou les GTA, mais il faut se rendre compte qu'en fait, ça représente que 15% du marché. Donc l'accès aux jeux vidéo pour le jeune public est quand même beaucoup mis en avant, comme on peut voir ici. On peut même aller plus loin, parce que si on compte en plus les PEGI 12, pour ici accueillir un maximum d'enfants, moi pour ma tranche d'âge qui vont aller jusqu'à l'école primaire, début de collège, on va avoir quasiment 70% du catalogue de jeux qui va être compris dedans. Donc on peut faire jouer sans violence des enfants aux jeux vidéo sans problème. Je pense qu'on a ici une belle démonstration qui nous montre qu'on a l'embarras du choix dans le catalogue de jeux vidéo qui peut sortir. Alors, petite nuance aussi sur le classement PEGI, il faut se rendre compte que des fois des jeux qui vont être classés PEGI 7, je pense à Pokémon par exemple, ça va être aussi surtout par rapport à la difficulté du jeu. Un Pokémon, si on n'est pas lecteur, forcément, ça va être compliqué de pouvoir avancer et évoluer dans le jeu. Donc c'est pour ça que des fois, c'est réservé des classes d'âge un peu plus évoluées. Je pense aussi à Zelda Breath of the Wild, qui est limité aussi à 12 ans. Il y a un petit peu de violence dedans, mais ça reste assez imagé. Mais ceci surtout par rapport à la complexité des énigmes et du scénario, il y a beaucoup de subtilités à comprendre. Et pour du jeune public, c'est un petit peu plus compliqué. Alors bien évidemment, un dernier extrait pour montrer que les jeux vidéo, c'est loin d'être violent. Voici un des jeux les plus vendus ces dernières années. Donc, mon jeu du cœur, hein, voilà. Personnellement, je l'aime toujours autant. Donc je mets au défi quiconque de me trouver quelque chose de violent dans Animal Crossing. Il y a des tarentules quand même. Oui, après la pêche, ça peut être violent, tout ça. Mais bon, voilà pour vous montrer que le jeu vidéo, c'est pas forcément quelque chose de violent. Il y a beaucoup de supports qui peuvent permettre une bonne pratique sereine et saine pour le jeune public. Donc l'idée, toujours, le jeu vidéo, c'est de grandir en même temps que les jeux auxquels on va évoluer, quoi. Alors le troisième cliché, un de mes préférés, donc le jeu vidéo, ça va isoler les joueurs. Je vais vous montrer avec 3 images que c'est pas du tout le cas. Alors, je pense d'ailleurs un petit extrait de la Paris Games Week. Donc si le jeu vidéo isolait les joueurs, forcément, ça serait difficile d'avoir des foules comme ça. Puis vous en êtes le meilleur exemple aujourd'hui. Donc avec des événements comme la Verdun Joystick Player, on voit vraiment que le jeu vidéo n'isole pas, puisque ça permet de rassembler énormément, d'échanger, de créer des liens et de développer une belle communauté autour de ce média. Forcément, Pokémon Go, isoler les joueurs, on a eu le merveilleux exemple avec ce jeu où ça a rassemblé des joueurs et des populations dans le monde entier. Moi, je me rappelle à la sortie du jeu où il y avait des foules pas possibles dans les rues de ma petite campagne et ça faisait plaisir à voir. Donc Pokémon Go, c'est énormément d'événements, c'est énormément de choses aussi qui permettent de se rassembler, de se réunir pour échanger et jouer tous ensemble. Donc c'est pareil, c'est de très très belles initiatives qui font tout sauf nous isoler. Et pour terminer, mon exemple préféré, donc l'OMS qui a reconnu il y a quelque temps le jeu vidéo comme addiction, c'est elle-même plus ou moins ravisée, puisque pendant le premier confinement qu'on a tous malheureusement vécu, l'OMS recommandait aux jeunes de jouer pour rompre l'isolement social. Donc il nous recommandait de nous connecter avec nos amis pour garder du lien, pour garder un minimum d'interaction. Et ça, c'est une très très bonne chose. Donc si c'est l'OMS qui le recommande, c'est que le jeu vidéo, ça ne doit pas être si mal que ça. Alors on va continuer, donc les jeux vidéo limitent l'apprentissage et nous rendent bêtes. Je vais vous prouver le contraire, si l'extrait vidéo fonctionne bien évidemment. Alors, je vous mets cette image, qu'est-ce que vous voyez ici? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est un jeu qui... Oui. Oui. C'est ça, c'est le Assassin's Creed Valhalla, donc en fait j'ai pris le Valhalla parce que c'est le dernier, mais je voulais illustrer qu'avec le Assassin's Creed, et notamment avec un mode de jeu particulier, on peut faire énormément de choses. Alors j'ai un petit extrait vidéo qui devrait arriver, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Ah. Mince. L'Acropole a connu de nombreux changements au cours de sa longue histoire. Ce qui n'était qu'un simple rocher occupé dès le néolithique est devenu à l'époque mycénienne une véritable forteresse. Des bâtiments en pierre y ont été érigés au 7e siècle avant l'ère commune, mais les célèbres édifices dont les ruines sont encore visibles remontent pour l'essentiel au 5e siècle avant notre ère. L'emplacement de l'Acropole est étroitement lié au mythe de la fondation d'Athènes. Il s'agirait du site où Athéna et Poséidon se seraient affrontés afin de devenir la divinité tutélaire de la ville.
Ce lien a valu à l'Acropole une aura sacrée qui a fait d'elle le cœur religieux de la ville. Vous l'avez en audio description, mais vous n'avez pas l'image. C'est terrible. Exactement. Alors, je vais vous le décrire. Donc, en fait, ici, c'était l'extrait du mode Discovery Tour. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Le mode Discovery Tour, en fait, ça a été créé par Ubisoft pour compléter le jeu Assassin's Creed, donc qui est à la base un jeu où on doit faire des missions d'infiltration et d'assassinat, mais qui a un background historique énorme. Et donc, en fait, à partir du Assassin's Creed Origins, qui était en Égypte antique, ensuite on l'a eu ici sur l'extrait vidéo du Assassin's Creed Odyssey et donc dans Valhalla, on a le mode de jeu Discovery Tour, qui a été créé spécifiquement par des historiens et qui permet d'avoir des accès aux lieux remodélisés le plus fidèlement possible de l'époque, avec des visites guidées, comme vous avez pu l'entendre là. Donc là, en fait, il y avait un petit tour qui nous montrait et qui nous présentait l'acropole d'Athènes à travers une visite. Vraiment, ici, on est vraiment dans l'apprentissage interactif, parce qu'on va se balader, on va être acteur de notre visite via le jeu vidéo. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. En plus, dans la plupart des Discovery Tours, alors, hormis dans le Valhalla, parce qu'ils ont un petit peu changé le concept, où là, on va vraiment évoluer dans une aventure parallèle au jeu de base, à travers l'histoire de différents personnages, pour nous montrer le mode de vie à l'époque du Moyen-Âge en Angleterre. Là, ici, on va avoir vraiment des visites guidées où on va aller sélectionner différents endroits sur la map et aller apprendre vraiment plein de choses. Donc, je pense au Assassin's Creed Origins, on peut visiter les pyramides, on peut voir comment on pouvait fabriquer des momies, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qu'on peut utiliser concrètement en classe. Alors après, il suffit juste d'avoir le compte connecté, mais pour faire des recherches documentaires, on envoie un élève sur telle ou telle visite, ils doivent nous faire un petit compte-rendu. On peut aussi mettre en place des questionnaires. Donc ça, c'est vraiment des applications concrètes du jeu vidéo. Alors ça coûte cher parce que forcément Ubisoft nous demande d'avoir un compte par ordinateur. Donc qui dit une version de jeu différente par ordinateur, donc ça multiplie vite les chiffres. Mais toutefois, en théorie, c'est vraiment possible de travailler à partir de ce type de jeu. Alors, un autre cliché aussi qui a la peau très dure, c'est que les jeux vidéo, ça favorise ce qu'on appelle la sédentarisation. Alors, est-ce que tout le monde est au clair avec ce terme-là ? Bon, globalement, c'est qu'on bouge pas beaucoup, quoi. Voilà, on va le simplifier comme ça. Donc, sédentarisation, c'est le cliché du gamer, comme on a pu voir dans les épisodes de South Park, qui est allongé dans son fauteuil, qui est en train de cliquer comme ça et qui fait pas grand-chose. Et bien, une fois de plus, je vais vous prouver le contraire. Alors, le meilleur exemple qui montre que le jeu vidéo, c'est pas que de la sédentarisation, c'est Pokémon Go, qui a quand même sorti les joueurs du monde entier de chez eux pour aller marcher, pour aller chasser des Pokémon, ce qui est quand même une sacrée performance. On a aussi énormément de jeux qui sont basés sur le sport maintenant. Donc je pense notamment à ce qui est sorti récemment, donc le Nintendo Switch Sport, qui est juste une réédition, une remise à niveau de ce qu'on a pu découvrir sur la Wii il y a maintenant quelques années. Et un des exemples les plus frappants qu'on a eu ces dernières années, selon moi, c'est surtout celui-là, le Ring Fit Adventure, qui vous permet de faire du fitness à la maison via votre console. Et pour l'avoir testé, il est très physique ce jeu. Pour l'avoir testé, il est très physique, surtout quand on pousse les... J'avais voulu faire le malin et pousser les paramètres au maximum. Faut pas. On passe des bonnes séances. Donc voilà, encore une fois, le jeu vidéo, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on en fait. Si on a envie de l'utiliser d'une certaine manière, on peut vraiment tout en faire. C'est un média culturel. Maintenant, il faut l'appeler comme ça. C'est quand même le premier média culturel qu'on utilise en France. Et donc, comme tout média culturel, on peut en faire tout et n'importe quoi, et même du sport. Alors on va passer à ma deuxième partie, maintenant qu'on a un petit peu dégrossi tous ces clichés. Et on va essayer de voir un petit peu ce que peuvent être les, entre guillemets, bonnes pratiques des outils numériques. Alors, je n'ai pas la science infuse, comme j'ai dit en introduction tout à l'heure, mais l'idée, c'est d'essayer de donner un petit peu des repères de moi, ce que j'ai pu apporter avec mon expérience de gamer et aussi d'enseignant. Alors, je vais mettre une première image pour commencer un petit peu à illustrer tout ça, et vous allez me dire, si je vous mets ça, à quoi ça vous fait penser ? Là, on n'est plus du tout dans le jeu vidéo. Je crois que je l'ai entendu dans le public. Ouais, on nous dit les aliments dans le ouais, public. C'est la pyramide alimentaire. Et la pyramide alimentaire, elle sert à quoi du coup ? Un rappel des cours de collège, CM non. Ah, c'est loin. C'est loin. Voilà, tout simplement, effectivement, la pyramide alimentaire, elle nous aide à manger équilibré. Et le jeu vidéo, c'est la même chose. Pour en profiter sainement et pleinement, il faut le faire avec un certain équilibre. Alors, on s'interdit pas de temps en temps un petit McDo, ça fait pas de mal, mais c'est vrai que si on allait tous les jours dans des fast-food ou des choses comme ça, on aurait des gros problèmes de santé au bout d'un moment et ça se passerait pas forcément super bien. Le jeu vidéo, c'est la même chose, faut pas en abuser. Il y a certaines règles et certains petits codes qu'on peut mettre en place assez facilement. On n'est pas obligé de tout respecter non plus à la lettre, mais ça peut aider à en avoir une pratique plutôt positive et ça peut justement, comme je disais tout à l'heure, nous permettre de grandir et d'évoluer en même temps que les jeux sans pour autant tomber dans l'abus et l'addiction.
Alors je vais essayer de vous présenter tout ça à travers 7 petits points. Alors le premier point le plus important, bien évidemment, c'est de définir le cadre du jeu. Alors comment je fais pour définir le cadre de jeu avec mon enfant ou mon ado? Toujours la même chose, on va essayer d'être plutôt dans le dialogue que dans la répression et dans le contrôle. Donc le dialogue, pourquoi? Ça va permettre d'instaurer un climat de confiance avec son enfant et de lui expliquer pourquoi tel ou tel jeu ne lui sont pas conseillés, essayer de lui justifier. Alors je sais que c'est facile à dire quand on est comme ça derrière de l'autre côté de la barrière et que c'est plus compliqué d'essayer de convaincre son ado que ouais, mon copain joue à Call of, à GTA, mais moi pourquoi j'ai pas le droit? Essayer de lui justifier, de lui montrer pourquoi, de lui expliquer que plus tard il n'y aura pas de problème, mais que pour l'instant il y a énormément de valeurs qui sont véhiculées par ces jeux qui ne sont pas encore possibles d'accéder à son âge, parce qu'il faut un certain recul sur ces jeux-là qui sont assez violents et qui sont proches de la réalité pour essayer de ne pas tomber dans les différentes dérives et les différents excès qu'on peut avoir. Moi, j'ai eu le cas d'un élève de CE2 qui passait sa journée à jouer à Call of Duty et on a vu des gros problèmes se développer chez lui, donc troubles de la concentration, hyperactivité, pas de la schizophrénie, mais il se sentait très souvent persécuté par ses camarades. Quand j'ai essayé d'évoquer le problème avec ses parents, effectivement, ils m'ont dit que le matin, il jouait 2 heures avant de venir à l'école, il rejouait le midi, il rejouait 2 heures le soir. Donc, rapporté à la semaine, donc ça fait beaucoup. Donc, du coup, c'est essayer d'éviter de tomber dans ces dérives-là, donc par le dialogue, de ne pas laisser... Alors, je sais que pour certains, c'est facile, la console de jeu, c'est la nounou gratuite, entre guillemets, une fois qu'on a investi, on laisse notre enfant, voilà. Il faut essayer quand même malgré tout de poser un cadre en discutant et surtout en argumentant. Ne pas arriver avec ses gros sabots et dire tu ne joueras pas à ça parce que. Point. Il faut vraiment essayer de dialoguer et d'écouter. Et en plus de ça, ce que je pourrais rajouter sur le cadre du jeu, c'est d'essayer de raisonner en temps écran général, ne pas parler qu'en temps console. Moi, je vois beaucoup de parents qui sont fiers de me dire que leur enfant ne joue pas à la console, mais par contre, les laisser 2 heures devant Pas de Patrouille, je prends l'exemple, donc ça ne les dérange pas. Je dis non, justement, on va être exposé à l'écran. Il y a aussi énormément de choses qu'on peut faire à côté de ça. Donc voilà, alors, ce que je dirais pour ce premier point, c'est vraiment le dialogue et la gestion du temps d'écran plutôt que du temps de jeu seulement. Alors, au niveau du deuxième point qui est très important, c'est essayer d'installer le joueur dans un environnement sain. Alors qu'est-ce que j'appelle un environnement sain? Une pièce éclairée, une pièce de vie, un salon ou quelque chose comme ça. Isoler un enfant dans sa chambre seul très tôt avec la console, c'est vraiment la pire des choses à faire, notamment encore plus maintenant quand on voit que toutes les consoles sont connectées et où justement ils peuvent jouer avec n'importe qui en ligne. Donc là, si on peut avoir notre enfant qui joue dans une salle où nous on peut être présent ou pas le voir, on peut contrôler ce qu'on voit sur les parties, on peut contrôler les jeux, on peut s'y intéresser aussi parce que c'est super de pouvoir échanger avec ses enfants sur les pratiques du jeu vidéo. On ne va pas se mentir, les parents d'aujourd'hui pour la plupart étaient les joueurs d'hier, donc ça permet aussi de créer des liens. On est quand même de plus en plus, on le voit sur certains extraits du rapport du CEL, on est de plus en plus concernés et informés sur le jeu vidéo. Et ça permet justement d'éviter de tomber dans les gros clichés. Et ça permet de beaucoup mieux orienter les jeunes maintenant. Donc vraiment ici, l'environnement sain, pièces éclairées et surtout du passage pour pouvoir contrôler un petit peu ce qui se passe à l'écran. Suffit de venir jouer sur la scène du VJP, il y a tout ce qu'il faut. Là. Là, niveau contrôle, on est plutôt pas mal. Et l'environnement est très sain, on a un public formidable. Exactement. Voilà. Alors, troisième point que j'ai commencé un petit peu à aborder en fin du point numéro 2, c'est de s'intéresser au jeu de ses enfants. Pourquoi ? Déjà parce que ça va permettre de voir un petit peu ce qu'ils font. Si on les laisse vraiment en roue libre sur la console et installer n'importe quoi, là on peut être sûr que forcément il va y avoir des dérives, il va y avoir des écarts. Donc s'intéresser au jeu, ça permet d'échanger, ça permet de créer des liens, ça permet de faire des activités en commun avec eux. Et surtout, ça nous permet aussi, encore une fois, de rentrer dans cette notion de dialogue pour justement leur expliquer pourquoi tel ou tel jeu ne leur est pas conseillé. Alors nous, on le voit beaucoup dans les écoles, on a toujours le petit garçon qui, lui, a le droit de tout à la maison. Et puis du coup, les autres enfants, les autres copains sont pas contents parce que oui, il a le droit de jouer à ça. Et là, on explique encore une fois pourquoi ça, c'est pas conseillé. Et effectivement, je reprends le cas de mon élève là, qui jouait 5 heures par jour à des jeux de guerre en CE2. Lui, une fois qu'on a expliqué aux parents, une fois qu'on a expliqué pourquoi c'est pas bon, et on a expliqué aux autres parents et aux autres enfants pourquoi c'est pas bon, et quand ils voyaient le comportement de leurs camarades, ils comprenaient un petit peu les dérives et les dangers que ça pouvait entraîner. Alors en général, ce qu'on fait avec ça, moi ces conseils-là, je les applique aussi dans des réunions d'information avec les parents d'élèves, et on peut commencer ici une première approche et une première aide pour venir en aide à ces familles qui pourraient être un petit peu dépassées, qui n'auraient pas su comment gérer le début de l'entrée dans le jeu vidéo. Je vais peut-être te spoiler un de tes points, je ne sais pas, mais quand tu dis s'intéresser, moi je dirais même plus jouer avec ses enfants. Mais c'est totalement ça.
Il y a des jeux genre Animal Crossing pour reprendre qui s'y prêtent parfaitement en plus, ou des Mario Party, des petits jeux comme ça. Exactement, ouais, exactement. Faut pas s'interdire justement de jouer, c'est ce que je disais, ça permet de créer un lien, ça permet d'avoir des activités communes. Et le jeu vidéo, comme je l'ai dit, c'est le média culturel le plus représenté maintenant en France. Donc c'est vrai que ce serait dommage de passer à côté une fois de plus. Puis on peut passer des super moments. Là, je reprends l'exemple du Wii Sport, enfin du Switch Sport, pardon, maintenant, parce qu'on a la nouvelle version que j'ai montré tout à l'heure. On peut passer des super moments en partie de bowling ou des choses comme ça, ou même comme tu disais, un Mario Party, un Mario Kart. C'est des moments vraiment, vraiment géniaux à partager, quoi. Alors, le cliché aussi qui est à mon dos, donc éviter de couper subitement une partie en cours de jeu. Si là, il faut vraiment faire preuve de souplesse avec votre enfant, et on a tous connu le cliché du parent qui va couper le courant ou qui débranche la console parce que la partie est trop longue. Ça, pour créer de la frustration et générer de l'énervement auprès de votre enfant, c'est la pire des choses à faire. N'hésitez pas à être souple, n'hésitez pas à lui montrer que vous pouvez lui faire confiance, qu'il y a certains jeux qui demandent de pouvoir aller sauvegarder ou de faire des choses comme ça avant de pouvoir terminer une partie. Une game de certaines, la plupart des jeux auxquels peuvent jouer vos enfants et ados, allez, ça va durer 10-15 minutes, on peut attendre la fin d'une game facilement avant de couper la partie, plutôt que de vouloir créer justement ce manque, cette frustration, alors qu'on aurait pu très bien dialoguer, encore une fois, comme je l'ai dit dans le premier point, et éviter justement ces conflits en pouvant faire preuve de souplesse par rapport au cadre qu'on a installé dans le point 1. Je trouve que c'est assez important de montrer qu'on peut faire preuve de souplesse pour éviter de s'exposer à d'autres problèmes un peu plus tard. Et on le rappelle aux parents, on ne peut pas sauvegarder dans un jeu en ligne, il faut attendre. Exactement. D'où l'importance de laisser terminer une partie. Alors le conseil principal, surtout pour les jeunes enfants, surtout en semaine, c'est d'éviter les sessions trop tardives. Nous, on constate trop souvent à l'école des enfants qui manquent de sommeil parce que certains ont joué... Ce qu'on voit dans le point 2, ça rejoint le point 2 avec l'environnement sain, où les enfants ont la console dans la chambre. Moi, j'ai déjà des exemples d'enfants de CP, CE1 qui cachent la 3DS. On joue moins en 3DS maintenant, mais qui cachaient ça sous l'oreiller. Papa, maman étaient partis, et hop, ça jouait jusqu'à minuit, 1h du matin. Ils arrivaient en classe fracassés comme pas possible. Donc ça, on évite, on essaye de contrôler. Il y a des moments pour jouer, le jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose de super intéressant, mais comme pour tout, je reviens à l'équilibre tout à l'heure, l'équilibre alimentaire, l'équilibre du sommeil, le temps de repos, c'est hyper important, sachant que les écrans, le soir, ça stimule nos systèmes nerveux et ça va nous empêcher de dormir clairement. Donc l'idée vraiment ici, privilégier des sessions, je dirais le week-end ou le mercredi, l'après-midi ou le matin. Alors après, quand c'est les vacances, évidemment, on peut faire preuve d'un peu plus de souplesse. On ne s'y interdit pas, il ne faut pas que ça soit un cadre non plus très très strict, mais limiter quand même les sessions le soir, ou alors vraiment exceptionnellement en rentrant de l'école, mais passer 21h, même avant, on déconseille quand même, surtout pour les plus jeunes. Alors un truc qui est clair, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est surtout consulter la norme PEGI. Si vous ne savez pas quoi acheter à votre enfant, si vous... Entrez, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. J'aurais fait peur. Ils ont entendu Peggy, ils sont fait... Ils ont entendu Peggy, un maître qui explique des choses le week-end, non, on fuit. Donc ouais, consulter la norme Peggy, c'est ce qu'on montrait tout à l'heure, c'est la norme qui va nous expliquer un petit peu à quel type de public va être destiné le jeu. Donc ici, si votre enfant vous demande GTA et que vous voyez 18, non. Donc je prends toujours GTA en exemple, on peut faire beaucoup de choses avec GTA. Moi j'ai fait des cours de géographie avec GTA, mais c'est vrai qu'en détournant la map principale du jeu, mais après je ne le recommanderais pas à mes élèves de CP par exemple. Forcément. Donc l'idée ici, consulter cette norme qui est là pour vous donner des conseils, qui est là pour vous aiguiller sur les achats du jeu. N'hésitez pas à demander des conseils aussi en boutique quand vous allez avec votre enfant pour acheter quelque chose. Les vendeurs sont là pour ça, et donc ça se fait de plus en plus. Moi je vois, j'ai eu une maman qui est venue me trouver il n'y a pas longtemps parce que son enfant voulait acheter un jeu qui était déconseillé aux moins de 16 ans, et du coup justement les vendeurs ont discuté, dialogué avec la mère et l'enfant pour essayer de les faire changer d'avis. Ils l'ont orienté sur un jeu qui est un peu du même style mais qui était plus destiné à sa classe d'âge. Et forcément, là, on est vraiment dans le débat et dans la pédagogie, dans l'accompagnement. L'idée ici, c'est pas de frustrer les joueurs, c'est de les accompagner dans une bonne pratique toujours. Parce que le numérique, maintenant, on y est confronté dans notre vie de tous les jours. Autant le faire de la bonne manière pour avoir les bons outils pour y être confronté correctement. Et je rajouterais juste que le site Peggy est extrêmement bien fait et recense tous les jeux qui sortent. Donc même sans aller en boutique, vous pouvez consulter le Peggy d'un jeu directement en allant sur le site. Il est extrêmement bien fait, régulièrement mis à jour, et il y a toutes les infos pour les parents et pour les enfants qui souhaitent jouer aussi. Exactement, et je rajouterais même qu'en plus de ça, le Peggy, on a les pictogrammes qui vont nous indiquer ce qu'on va avoir en contenu dans le jeu, donc la violence, langage grossier, présence de drogue ou de choses comme ça.
Donc ça peut vous donner aussi des indications sur ce qu'il peut y avoir à l'intérieur du jeu. Et pour découvrir ces pictogrammes, il y a d'ailleurs le stand prévention d'Addiction France qui est au sous-sol et qui vous propose un petit jeu pour deviner quel pictogramme signifie quoi. Donc vous pouvez aussi, juste après cette conférence, aller découvrir et tester tout ça. Tout à fait. En plus, ils sont de très très bons conseils, ils ont des très bonnes plaquettes pour vous expliquer un petit peu tout ce que je suis en train de vous décrire ici en fait. Et pour terminer, le conseil primordial, varier les plaisirs. Le jeu vidéo, c'est génial, mais il y a aussi énormément de choses à faire à travers le jeu vidéo. Autre chose que le jeu vidéo. Par exemple, les promenades, le sport, voir du monde, le cinéma. Ça doit rester un loisir culturel comme un autre. Donc il ne doit pas accaparer tout notre temps, il doit juste être là parmi le reste, que ce soit la lecture, le cinéma, le sport, toutes ces choses-là. Alors bien évidemment, je le répète une nouvelle fois, ça n'a pas vocation à être la Bible absolue, c'est juste des petits conseils que moi j'ai pu, depuis maintenant 10 ans que je suis enseignant, et ma carrière de joueur, je ne compte même plus les années, je préfère pas, ça me fait peur, mettre en place, et je constate que moi auprès de mes élèves, ça fonctionne la plupart du temps, et même les parents, j'ai des retours très très positifs de leur part quand ils ont essayé de mettre en place un petit peu ces 7 entre guillemets, petits conseils pour une bonne utilisation du numérique à la maison. Alors maintenant, j'avais des exemples concrets. J'avais un petit clip vidéo à vous passer où je vous montrais des petits extraits de ce que je peux proposer en classe via ma chaîne YouTube ou autre. Donc sur 4 extraits vidéo, pardon. Donc une première vidéo, c'est un extrait d'un cours sur la colonisation et le commerce triangulaire via le DLC d'Assassin's Creed Black Flag, où justement on va aller se promener dans le jeu à cette époque et on va pouvoir découvrir un petit peu comment fonctionnait le commerce triangulaire et la colonisation de cette zone du monde. Ensuite, il y avait un extrait prévu où je vous montrais des jeux fabriqués pour travailler les mathématiques en CP à partir des Pokémon, donc numération, addition et toutes ces choses-là. J'avais également un petit extrait qui rejoint mon intervention de tout à l'heure, où on travaille en classe le journalisme, mais plutôt que de parler de journalisme classique, on se met au goût du jour, où on va travailler l'e-sport, et on va montrer aux enfants ce qu'est un caster e-sport, et on va montrer également comment le devenir. Donc on va se filmer, on va faire énormément de choses en classe par rapport à ça, construire des articles de presse en lien avec l'e-sport, et toutes ces choses-là, pour travailler différentes compétences des domaines du langage, de l'étude de la langue et de la littérature, bien évidemment. Et pour terminer, j'avais un extrait d'une vidéo science, d'expérience de science que j'ai pu mener en classe, où on travaille sur les mélanges et les solutions. Et ici, le truc incontournable des enfants maintenant et des ados, les potions de shield de Fortnite. Donc une petite recette pour fabriquer ça. Et ensuite voir un petit peu les éléments chimiques qui rentraient en jeu lors de la fabrication de cette fameuse potion. Alors du coup, je pense que vous allez l'avoir encore en audio description. Pardon. Donc si jamais on a l'image, c'est parfait. Sinon, tant pis, je passerai. On va parler d'abord de la colonisation portugaise et espagnole. Alors très vite, les Européens ont cherché bien évidemment à s'implanter au... Bon, je pense que le plus simple, c'est directement d'aller sur ta chaîne pour tout découvrir. Voilà, tout à fait. Le plus simple, c'est de vous rendre directement, vous tapez sur YouTube « Je révise », vous tomberez sur la chaîne et il doit y avoir pas loin de 200 vidéos maintenant. Vous avez donc des cours d'histoire, des cours de géographie, donc à partir du Far Cry, d'Assassin's Creed. Il y a aussi beaucoup, comme j'ai dit, des cours de géographie avec Flight Simulator, avec GTA. Oui, on peut travailler avec GTA, c'est possible. Oui, c'est possible. Alors, je tue personne dans les vidéos, je vous rassure tout de suite. Mais la map est tellement bien faite qu'on peut étudier les différents phénomènes géographiques et même scientifiques. J'ai fait tout un cours sur les énergies renouvelables via GTA. Donc après, des vidéos en mathématiques, en français, comment travailler la littérature avec Zelda par exemple, travailler les mathématiques, la mesure de temps avec du Mario Kart, les design unités, des choses comme ça avec Crash Bandicoot. Enfin, il y a énormément de choses, je vous laisserai découvrir. Je fais aussi beaucoup de prévention sur la chaîne, où j'ai une grande série qui marche plutôt pas mal, c'est le C'est quoi les jeux vidéo, où ici on va avoir vraiment un jeu que je vais prendre, on va le décrire brièvement, et ensuite on va faire une analyse des points forts et des points faibles du jeu par rapport à une utilisation par les jeunes, donc ce que ça peut apporter comme compétence de jouer à tel ou tel jeu, mais les points de vigilance, parce que si on n'a pas forcément l'âge, on peut s'exposer à des contenus qui ne sont pas forcément adaptés. Donc il y a aussi également, j'ai élargi un petit peu maintenant à tout ce qui va être geek et pop culture, donc les expériences de science qui vont être tirées de jeux vidéo ou de manga. Depuis quelques temps, je fais une série où, un petit peu, parce qu'on me l'a demandé, que ce soit des abonnés ou des parents, sur, comme j'ai fait un guide sur l'utilisation du jeu vidéo, on m'a demandé de faire un guide sur les lectures, donc ce qui va être BD, manga, etc. Et on commence à présenter un petit peu toutes ces choses-là. Donc voilà, je vous laisserai découvrir. Et maintenant, si vous avez justement des questions un petit peu sur ce genre de pratique, je suis preneur, on est tout ouvert. Et on vous attend. Je vais essayer de voir ça. Je vais faire passer un micro dans le public s'il y a des questions.
que quelqu'un a une question pour l'instant? Ou alors c'était très clair et bien expliqué, et du coup, il n'y a pas besoin de... Je te passe. Ouais, essaye. J'ai une question hors sujet. En fait. Bonjour. Bonjour. Pourquoi il n'y a pas de filles qui jouent au jeu et comment on fait pour attirer les filles? Alors, c'est pas une question hors sujet. Il faut voir que justement, il y a énormément de filles qui jouent aux jeux vidéo, puisque alors c'est toujours dans le rapport du CEL. Ça, vous pouvez le consulter. Vous tapez CEL rapport annuel dans Google ou ce que vous voulez comme moteur de recherche, et vous aurez accès justement à ce rapport-là qui vous montre que le profil du joueur français, ça va être plutôt les femmes. Donc plus de la moitié des joueurs. Alors, ça doit être du 49-51%, mais 52-48. ouais, c'était ça, voilà. Donc, vont être des femmes qui vont jouer aux jeux vidéo la plupart du temps. Alors, bien évidemment, c'est vrai que quand on regarde sur certains jeux très connus, on a moins de public féminin, mais le jeu vidéo est un spectre tellement large que tout le monde y trouve son compte. Et comme je l'ai dit, ouais, il y a plus d'un joueur sur deux en France est une joueuse, en fait. Et donc, comment les attirer davantage? Comme elles sont déjà très très présentes, je ne vois pas comment faire plus. Après, si je peux... Mais c'est vrai que c'est très surprenant d'avoir des statistiques comme celle-ci. Mais effectivement, c'est les faits. Si je peux me permettre aussi de rebondir, parce que c'est aussi un sujet sur lequel j'ai eu bien sûr, un peu bossé. C'est surtout au niveau de la représentativité aussi, notamment pour l'e-sport, hein, puisque c'est aussi le thème de la journée. On voit que quand ça commence à être dans du jeu vidéo compétitif, les femmes sont très très peu présentes. Là, pour le coup, le rapport de force s'inverse totalement. Je crois qu'il y a 10% seulement de joueuses à haut niveau par rapport aux hommes, qui sont donc à 90%. Ça s'explique par plein de choses, et notamment un gros problème souvent de mentalité aussi des joueurs, qui ont certains des clichés qui restent bien ancrés, comme quoi la place des femmes, ce n'est pas devant un ordinateur, mais c'est faire la cuisine, tout ça. Alors, ça peut prêter à sourire, mais c'est malheureusement très vrai, et ça se prouve encore aujourd'hui sur des jeux avec des chats vocaux notamment. Et encore aujourd'hui, vous pouvez trouver énormément d'extraits sur Twitch, sur YouTube, de joueuses qui se font harceler juste parce qu'elles ont dit bonjour et qu'elles ont une voix un peu féminine. Donc il y a beaucoup de joueuses qui préfèrent jouer sans micro et avec un avatar masculin pour éviter qu'on les embête. Donc c'est aussi un problème des mentalités qu'il faut faire changer dans le jeu vidéo. Il y a beaucoup de joueuses, mais elles ont tendance à se cacher ou à rester sur des jeux, on va dire, ce qu'on va appeler le casual gaming, donc les jeux qu'on fait 1 heure, 2 heures, et puis on passe à autre chose. Alors que sur l'e-sport, il n'y a aucune raison qu'une fille soit moins bonne qu'un homme. Et il y a de très très bonnes joueuses françaises et à l'international qui sont bien meilleures que beaucoup d'hommes, et qui ont gagné des prix, qui ont remporté des prix. Donc il y a des joueuses, elles sont malheureusement moins visibles, voire un peu invisibilisées par des hommes, on va dire, un peu jaloux ou frustrés de se faire battre par une femme, mais elles sont présentes, et c'est plus un problème de mentalité plus qu'autre chose. Donc les axes d'amélioration, c'est essayer de changer la mentalité des joueurs et de faire de l'éducation. Mais ça, je te rejoins totalement, et je rebondis même que ce que tu décris là, tu peux l'élargir à tout ce qu'on peut trouver dans le sport ou dans n'importe quel domaine en France. Il n'y a qu'à voir les différences de salaire entre des joueuses de foot ou des joueurs de foot, et même les commentaires juste abjects qu'on pouvait avoir hier, parce que pour la première fois, la finale de la Coupe de France a été arbitrée par un arbitre femme, et elle s'est pris des commentaires un peu pas possibles sur les réseaux sociaux en disant qu'elle n'avait pas du tout sa place sur un terrain de foot, enfin des choses vraiment abjectes, comme tu dis. Et donc je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau déjà de la mentalité, au-delà du jeu vidéo, dans la société en général. Et c'est un problème, effectivement, le jeu vidéo, finalement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Exactement. Mais c'est un bon média pour en parler. Tout à fait. Attends, je te repasse le micro. Moi, je te le laisse. Ah. Ne Attends, marche pas si, ça c'est marche. Et du coup, sur la chaîne YouTube, là, oui. Est-ce qu'il y a des documents là-dessus? Est-ce qu'il y a des vidéos? Est-ce qu'il y a... Alors des documents à récupérer en plus pour mettre en œuvre le contenu que je mets en avant, ou pour utiliser directement pour tout ce qui est
d'aider les filles à plus se cacher et tout ça, et de travailler à cette parité et tout ça. Alors, j'en parle au travers de certaines vidéos quand je vais débunker différents clichés. Après, j'ai pas fait de sujet encore spécifique à ce niveau-là. Là, je suis en train de traiter une grosse série sur le handicap et l'accessibilité aux jeux vidéo pour tous. Et après, je pense que oui, ça peut être un bon axe de travail. Parce qu'à la base, en fait, l'idée de la chaîne YouTube, elle vient de quoi ? Elle vient d'un petit maître de campagne qui s'est rendu compte que le jeu vidéo en classe, ça pouvait être un super vecteur d'apprentissage. Et quand il a vu que ça fonctionnait, il s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas mettre tout en vidéo ? Alors, c'était un travail monstre, du coup. Et de transmettre ça et de partager ça à un maximum de personnes pour montrer une image positive, pour une fois, du jeu vidéo. Donc c'est vrai qu'à la base, c'était juste mettre des cours, mettre des extraits de jeux avec différentes notions du programme de l'école primaire et du début de collège. Alors après, j'ai étendu ça à la prévention, j'ai étendu ça aux différents phénomènes de société, comme je parlais, le handicap ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça peut être un axe de travail pour les prochaines vidéos, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Sinon, moi, j'ai une petite question pour toi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un jeu en particulier qui t'a donné le déclic, qui t'a dit, mais en fait, je peux me servir de ce jeu-là comme un support d'apprentissage ? Est-ce que tu as un jeu qui t'a donné ce déclic ? J'en ai deux. Alors, le tout premier, ça a été Assassin's Creed Unity, qui se passait en France, donc le contexte, le jeu pendant la Révolution française, où là, cette année-là, j'avais une classe assez difficile qui était un petit peu en rupture avec l'école, qui a vu un passif assez compliqué, où ils avaient eu une année précédente avec 17 remplaçants qui s'étaient succédés, donc ils étaient un peu sortis du schéma de cours classique. Et pour les raccrocher, en fait, je suis arrivé un jour avec ma clé USB où j'avais travaillé les images au préalable parce que je n'allais pas venir avec ma console et Assassin's Creed directement en classe. Faut pas non plus. J'utilise le jeu vidéo, mais je le fais de manière raisonnable. Et donc, en fait, j'aurais fait une visite guidée du Paris de la Révolution. Et des enfants qui n'étaient pas du tout dans l'histoire ont vraiment adoré et ont été captivés direct. Après, un super jeu aussi que j'ai travaillé sous la forme d'une œuvre littéraire, c'est Soldats inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. Alors, j'y ai pensé en plus en arrivant parce qu'on passe à côté de Saint-Mihiel ici et donc forcément les personnages du jeu sont originaires de là-bas. Où en fait ici ça raconte l'histoire de 3 personnages qui vont vivre différentes aventures pendant la Première Guerre mondiale. Et donc l'idée ça a été de le découper en plusieurs parties pour pouvoir l'étudier à la manière d'une œuvre littéraire, donc comme on pourrait faire une lecture suivie en classe. Alors il faut que je vérifie juste un truc à propos de ce jeu, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il me semble que ce jeu a été développé par une femme, justement. Oui. On parlait, pour rejoindre un peu la représentativité, il y a beaucoup de femmes dans le milieu du jeu vidéo, et notamment pour ce jeu qui a été multi-récompensé en plus. Oui, et puis c'était en plus développé par une branche française de l'éditeur, donc c'était encore plus... J'essaie de retrouver très rapidement les infos. Bon, ça met un peu de temps à charger, mais du coup j'ai une autre question. Ouais. Donc ça, ces 2 jeux-là, ils t'ont donné le déclic. Qu'en pensent un peu tes collègues ou d'autres gens qui sont dans la profession ? Est-ce qu'ils le voient d'un bon œil ? Est-ce qu'ils trouvent que c'est plus gadget ou est-ce qu'ils y voient un vrai intérêt ? Alors, il y a un avant-après confinement, on va dire. Voilà, bon, un peu comme pour tout le monde. Donc on s'est aperçu... beaucoup de gens se sont aperçus dans l'éducation nationale que nous étions très 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 mal équipés en niveau numérique dans les classes à partir du moment où on a dû fermer les écoles. Et donc le numérique est devenu un peu la cause nationale depuis 2 ans à rééquiper les écoles. Donc avant ça, on me disait ouais, c'est super sympa ce que tu fais, mais bon, il faut du matériel, il faut des choses comme ça. Donc comme tu dis, c'était un petit peu le cours gadget, même si on n'y est pas le fait que ça pouvait intéresser des enfants en allant les chercher sur quelque chose qu'ils maîtrisent et qu'ils aiment et qu'ils affectionnent. Parce que c'est vrai que je prends toujours le cliché de la photo de la Bastille en noir et blanc où on a du mal à distinguer ce qui se passe, ou alors quand là, je leur propose ma vidéo où on va faire le tour de la Bastille pour un peu étudier ce que c'était, le contexte est assez saisissant. Alors, je ne vais pas mettre du jeu vidéo à toutes les sauces, évidemment, on va quand même rester sur du format classique une bonne partie du temps aussi, pour ne pas non plus sortir du schéma d'enseignement traditionnel. Mais c'est vrai que depuis les rentrées post-Covid, le numérique est devenu la grande cause nationale. On a été doté énormément. Il y a des dispositifs qui sont mis en place à coût de plusieurs millions d'euros pour doter les écoles de matériel informatique. Donc depuis ce temps-là, on me regarde moins avec un œil d'illuminé. Et c'est vrai qu'on m'a déjà contacté certaines circonscriptions pour promouvoir un petit peu la chaîne et les vidéos justement dans les écoles comme outil numérique à disposition des enseignants. Donc on a un beau chemin qui est en train de se faire. Ouais. Alors est-ce qu'on a d'autres questions dans le public ? Sinon, j'ai plein de questions pour toi. Vas-y, pas de problème, pas de problème. Alors, on a parfois un peu ce souvenir du professeur qui recommande à ses élèves de lire tel ou tel livre, de regarder tel ou tel film. Est-ce que ça t'arrive de conseiller à tes élèves de jouer à tel ou tel jeu ?
Alors, ça va dépendre des jeux, oui, effectivement, mais je reprends l'exemple de Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. En plus, c'est un jeu qu'on peut trouver pour pas grand-chose maintenant. Donc ça, c'est un jeu que j'ai conseillé à mes élèves, puisqu'on l'a étudié en classe. Alors après, c'est pareil, je vais leur conseiller des jeux en fonction des classes d'âge. Là, je vois... c'est surtout conseiller des jeux plus adaptés pour la maison. Parce qu'après, moi, c'est vrai que c'est une approche particulière du jeu vidéo, puisque je vais chercher quel jeu pourrait me servir pour tel ou tel apprentissage en classe. Après, à la maison, ça doit rester quand même malgré tout du loisir. Alors c'est vrai que j'oriente beaucoup sur les Discovery Tours, puisque c'est des modes de jeu sans violence, où là, du coup, on peut s'amuser, explorer une région entière en apprenant énormément de choses. Donc les Discovery Tours d'Assassin's Creed, je reprécise. Mais c'est vrai qu'après, je vais plus aller avoir un rôle d'accompagnateur auprès des parents, où je vais essayer ils viennent me trouver avec leurs enfants et où je vais leur expliquer pourquoi tel ou tel jeu n'est pas encore bon pour eux à cet âge-là. Et je vais les réorienter sur quelque chose qui pourrait beaucoup mieux leur correspondre. Là, j'ai un enfant, un élève que j'avais l'année dernière qui était en CP et qui là arrivé en CE1 dans une classe avec des plus grands et qui a voulu tout de suite faire comme ses nouveaux copains et jouer à Fortnite. Donc à 7 ans, je dis non, je déconseille et je vais orienter sur d'autres contenus, des jeux en exploration en monde ouvert, qui peuvent être plus adaptés à son âge, comme des Pokémon ou des Mario ou des choses comme ça. Et je lui dis, tu auras le temps de grandir en même temps que ton expérience, que ta pratique du jeu vidéo. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peut-être des parents, pas forcément les enfants, mais peut-être les parents récalcitrants au conseil, à dire non, mais je sais m'occuper de mon enfant, je n'ai pas besoin de vos conseils. Est-ce que ça peut arriver aussi et comment tu réagis dans ces cas-là? Alors en général, là je vais élargir, ça ne va pas se limiter qu'aux jeux vidéo, ces parents-là. Malheureusement, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui vont être dans le refus de l'aide. Et c'est vrai que quand on fait les différentes réunions d'information à l'école, avec mes collègues, en général, on en fait une par an sur le numérique, sur les dangers, sur ces choses-là, sur l'accompagnement. Les personnes qu'on voudrait toucher, parce que les enfants qui sont dans une pratique un petit peu dérive et voire parfois addictive, malheureusement, sur ces réunions-là, les parents, on ne les voit jamais. Très, très rarement. Donc, en général, les personnes qui vont venir sont déjà les personnes qui vont être informées, qui vont être dans le dialogue, dans l'échange avec nous. Donc là, pour le coup, on est content parce qu'on les voit, mais eux, c'est déjà des personnes qui sont convaincues du bien fondé de la chose. Après, malheureusement, comme je veux dire, les personnes qu'on voudrait toucher, on les voit que trop peu rarement. Mais on ne désespère pas. C'est vrai que de temps en temps, on arrive à convaincre une personne. Donc on a parfois, comme je dis souvent, l'impression d'essayer de vider la mer avec un verre d'eau, mais un petit verre d'eau par un petit verre d'eau, au bout d'un moment, on arrivera peut-être à changer les mentalités complètement, quoi. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les parents d'aujourd'hui sont les joueurs d'hier. Donc du coup, forcément, on est déjà un petit peu plus initié qu'à l'époque de nos parents, où moi j'étais le cliché de l'enfant qui dès le CM2 avait la Super Nintendo dans la chambre et qui jouait jusqu'à pas d'heure. Bon, ça m'a pas empêché de faire des études et des choses comme ça, mais c'est vrai que si on n'arrive pas à un moment donné à avoir un recul nécessaire sur notre pratique ou des choses comme ça peut vite, très 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 vite poser problème. Effectivement, on a grandi avec les jeux et les parents... les parents d'aujourd'hui sont les joueurs d'hier, effectivement, pour la plupart. J'avais une question, elle m'a totalement échappé, c'est terrible, les joies du direct. Oui, tu vas parler de l'e-sport aussi, tu vas avoir une autre intervention donc un peu plus tard dans la journée, où cette fois-ci tu vas plutôt parler d'e-sport, donc là c'est plus sur les milieux des compétitions. Est-ce que c'est aussi un sujet que tu abordes parfois en classe, la compétition autour des jeux vidéo, et est-ce que tu peux t'en servir comme un moyen d'éducation aussi peut-être? Oui, tout à fait. Alors là, en fait, l'intervention de tout à l'heure, c'est une version très très light de mon cours que j'ai commencé à présenter brièvement tout à l'heure sur justement l'e-sport à l'école et le journalisme à l'école. Donc en fait, l'idée, c'est de mettre les élèves dans la peau de commentateurs, de casteurs, et de leur imposer des mots de vocabulaire un petit peu sympathiques à placer en plus de leurs commentaires. Donc nous, après, on va travailler sur les différents lexiques liés aux différents jeux, à toutes ces choses-là. Mais c'est vrai qu'on va amener l'e-sport en classe, on va le travailler, puisque de toute façon... tout le côté un petit peu compétitif, on le travaille déjà en EPS quand on va faire des événements comme des crosses ou des choses comme ça. Donc là, on peut l'amener, on peut montrer que ça existe aussi dans le loisir numérique. Donc oui, effectivement, on le travaille. Et moi, j'ai déjà même fait à l'occasion d'événements comme les Coupes du Monde ou des choses comme ça, des simulations un petit peu de notre propre Coupe du Monde à partir de FIFA, où chaque élève va choisir son équipe. Alors, pour respecter la parité entre les joueurs, les matchs, on les met en mode simulation. Comme ça, on regarde nos matchs virtuels et on commente, parce que du coup, on met en lien notre cours sur l'e-sport. Et on va travailler là-dessus en classe. Donc, on va travailler la géographie, forcément, grâce à ça, parce que les différents pays engagés dans la compétition. On va travailler sur les domaines mathématiques, avec les classements à points, toutes ces choses-là. On retravaille donc les domaines littéraires avec les commentaires e-sport, le journalisme. Et voilà. Donc, il y a vraiment énormément de choses à faire autour de l'e-sport à l'école.
Et ça, je pense que ça doit être assez surprenant, même pour les parents ou pour certains de tes collègues, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on voit peu. Ça se voyait, si tu veux, avec le journalisme classique, on va faire un article de presse, la petite gazette de l'école ou des choses comme ça, où moi j'ai poussé le truc un petit peu plus loin pour être en lien avec ce qui se fait maintenant. Et puis il y a beaucoup d'enfants qui, même dès le plus jeune âge, je parle à partir de 9-10 ans, commencent à s'initier un petit peu à l'e-sport et à regarder des compétitions sur Twitch, sur YouTube ou des choses comme ça. Donc on leur amène quelque chose qu'ils connaissent, on fait découvrir à d'autres quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément, et on leur montre que, effectivement, il y a énormément de choses qui existent en plus du journalisme traditionnel. Donc il faut le voir que les grosses plateformes d'information, maintenant, ça reste quand même... on va avoir du YouTube, on va avoir du Twitch, on va avoir toutes ces plateformes-là. Donc il faut aller chercher les jeunes et leur montrer... Donc après, tous les réseaux sociaux, j'en passe, c'est des meilleurs. Il faut leur montrer que l'information, elle peut se trouver aussi ici. Et comment leur montrer et ensuite pouvoir enchaîner sur de la pédagogie, de l'accompagnement, sur comment se servir de ces médias correctement sans... parce qu'après, il y a tout ce qui va être les dérives sur le cyberharcèlement et ces choses-là qui peuvent découler d'une mauvaise pratique. Donc on l'enseigne, on le travaille à l'école, sous forme de jeu, sous forme d'activité, et après, on enfonce le clou avec la prévention encore par-dessus. Et justement, vu qu'on parlait tout à l'heure de changer un peu les mentalités, est-ce que le faire dès le plus jeune âge, ça permet justement de combattre, un peu d'enlever les clichés, de changer un peu les mentalités si on aborde ces sujets-là dès le plus jeune âge ? Mais tout à fait, moi je suis convaincu que le numérique, ça ne doit pas être une répression, ça doit être un accompagnement. Pourquoi un accompagnement ? Parce que si vous allez... avoir un enfant, un élève qui va être vraiment bridé et privé de tout, à l'inverse de celui qui va avoir accès à tout, pour moi, ça va être le même problème, parce que cet enfant-là, le jour où vous allez lui laisser l'accès, il n'aura aucun repère, et là, les dérives vont arriver vraiment très très vite. Il faut vraiment les accompagner. On ne va pas lâcher un bébé dans une piscine au beau milieu de l'océan et lui dire « Tiens, vas-y, maintenant, nage ». Non, c'est pas possible, c'est la même chose ici. Il faut vraiment les faire grandir en même temps que leur rapport au numérique, les faire grandir en même temps que leur accès à l'information. Et je trouve que là, alors tout est encore à construire à ce niveau-là, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est comme le cinéma en son temps, ou même la lecture imprimerie, où tout le monde criait à l'hérésie quand c'est sorti il y a maintenant des centaines d'années. Et même le cinéma, c'était l'œuvre du diable à l'époque, le cinéma, quand ça a commencé à arriver. Le jeu vidéo, c'est pareil aujourd'hui, c'est lui qui a le mauvais rôle, et pourtant il est vecteur de tellement de bonnes choses qu'il faut vraiment guider, accompagner. Donc tous les outils sont encore à construire, et... alors c'est des petites expériences comme la mienne ou qu'on peut avoir au stand d'addiction qui peuvent nous aider justement à poser ces premières pierres justement de ce qui peut être l'accompagnement numérique pour les plus jeunes. Et on est très heureux d'être une petite pierre à ce grand édifice aussi au Verdun Joystick Players. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à toi Mathieu. Donc je révise, on te retrouve donc sur YouTube principalement. Sur YouTube, donc une vidéo toutes les semaines. Après sur les différents réseaux sociaux, vous tapez je révise, vous me trouverez, il n'y a pas de problème. Et surtout, on te retrouve à 14h sur cette scène, donc dans une grosse heure, pour donc de l'initiation aux commentaires e-sport dont tu nous parlais. Voilà. Et donc avec des jeunes qui vont tenter pour la première fois de commenter du jeu vidéo. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'avoir 2 joueurs qui seront là-bas sur des sessions de Mario Kart ou de Smash Bros. On verra en fonction des envies et des besoins de chacun. Et on va choisir aussi donc 2 joueurs dans le public et 2 commentateurs qu'on prendra également dans le public, mais pour eux la tâche sera un petit peu plus compliquée parce qu'en plus de commenter, on passera dans le public, prendre des petits mots de défi à placer pendant les commentaires, et là je pense qu'on va pouvoir rigoler. Et en tant que commentateur e-sport, je peux vous assurer que c'est un excellent exercice qui est très drôle. Merci beaucoup mon cher Mathieu, on te retrouve donc dans 1 heure à peu près. Là on va marquer une courte pause sur notre scène et on va revenir en musique dans une dizaine de minutes avec David Triptyque qui revient nous faire un set live de mix de musique de jeux vidéo. Restez donc avec nous pour cette scène du Verdun Joystick Players. Nous sommes sur le 3e jour de l'événement et on est avec vous jusqu'à 17h30 aujourd'hui.